Ok, parfait, je suis pareil. Mes fenêtres sont ajustées. Super. On est bon. On va Euh, attendre encore quelques minutes le temps que les gens se connectent. je suis en train de m'amuser de découvrir un peu aussi la nouvelle plateforme Adobe là sur laquelle on diffuse du coup l'église. Oui, Et je trouve qu'elle est vraiment pas mal du tout. Là, je sais pas si du coup vous voyez on un voit peu très l'écran bien. que je vous ai partagé. Donc le temps que les personnes nous rejoignent, tu me diras quand tu me donneras un peu le coup. Ça marche. 6h03, Euh, allez, on va commencer dans 2 minutes. ouais, ouais, ouais. Bah, là, on peut peut-être même parler. Là, je vous ai mis, là, je vous ai droppé une page sur Behance. Alors, je sais pas si la plupart d'entre vous connaissent Behance. C'est vraiment un réseau, moi, que j'apprécie de plus en plus, qui est vraiment dédié aux créatifs, d'accord? Donc, bien sûr, aux photographes, bien évidemment, mais aussi à d'autres créatifs, quoi, des infographistes. Donc, c'est vraiment top. On s'est aperçu qu'avec Instagram et Facebook, on arrivait aussi, je vais pas dire à bout, mais bon, qu'on a un système qui est un peu redondant, mais qu'on pratique toujours. Mais du coup, Behance, c'est vraiment top. Donc vraiment, moi, je vous invite à aller voir ce que font les créatifs. En plus, il y a beaucoup de critères que vous pouvez choisir avec des retouches via Lightroom, Photoshop. Il y a même des utilisateurs qui partagent bien sûr leurs sources, tout ça. Et puis aussi, je vous invite à aller voir aussi le travail d'un ami qui est un travail fantastique, qui est le travail de Ludwig Fabre et qui fait de la photographie urbaine d'architecture. Il a un très 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 beau compte Behance et également Instagram aussi. Et il y a vraiment une grosse puissance sur Behance qui est vraiment top. Donc voilà. Après avec la nouvelle plateforme de webinar BenQ, on va pouvoir vous solliciter un peu et puis vous poser un peu les questions. Donc, je pense qu'Élise après va vous expliquer un peu tout ça, mais ça serait intéressant, Élise, de savoir si les personnes qui sont avec nous là ce soir ont déjà un compte Behance, s'ils connaissent Behance en gros ou non, parce que c'est un réseau qui est très fort, mais peut-être un peu trop méconnu. Donc, ça fait partie de la communication dans notre métier, dans le monde de l'image, quoi. Oui, on pourra poser la question, on fera un petit sondage tout à l'heure. Bon, il est 18h05, du coup, je vous propose de démarrer. Donc bonsoir à tous et bienvenue à notre webinaire qui a pour thème aujourd'hui les codes de la photographie à l'heure dorée de Camargue. Notre intervenant aujourd'hui est Olivier Henrigaud. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Olivier est photographe professionnel, spécialisé dans la photo de paysages et d'animaux, mais il intervient aussi dans plein d'autres domaines, dont le sport notamment. Depuis 2021, Olivier fait partie de nos experts BenQ. Il connaît très bien nos écrans pour photographes et anime pour nous régulièrement des webinars, partage avec nous son art et son approche de la photographie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous en faire part dans le chat, dans le petit onglet qui est prévu à cet effet.
Un temps pour y répondre est prévu en fin de session et je me permettrai d'interrompre Olivier de temps en temps pour faire des retours directs, notamment sur certaines photos. Restez bien avec nous jusqu'à la fin. Pour ceux qui souhaitent s'équiper, on vous communiquera un petit code promo. Je vous laisse désormais entre les mains expertes d'Olivier pour tout savoir sur ce reportage et découvrir les couleurs magiques de la Camargue. Olivier, c'est à toi. Ok, bon, allez, c'est go. Bonsoir à toutes et à tous. Content de vous retrouver. C'est vrai que cette fois-ci, on se retrouve sur une autre destination. Donc, effectivement, la Camargue. Alors, les dernières fois, c'était le Botswana, c'est aussi l'Arctique et l'Antarctique, qui sont toujours bien sûr d'actualité. Et là, bah, ce soir, du coup, bah, je tenais à vous proposer, à vous présenter un peu le travail sur les couleurs d'un de mes derniers reportages donc en Camargue qui a eu lieu cet été. Et donc voilà, c'est suite à c'était quelque chose que je voulais faire depuis déjà un moment, mais à chaque fois je trouvais jamais le temps de le faire. Et la Camargue que je connaissais pas. Et finalement cet été avec ma fille, je suis parti quelques jours en vacances. Et à un moment donné, je me suis dit, je vais quand même essayer d'aller faire quelques images de chevaux, de juments en Camargue. Et puis je suis tombé littéralement amoureux de cette destination. Et, euh, et donc j'y suis retourné. Et je suis retourné deux, trois fois pendant l'été. Et, euh, et puis ben, à un moment donné, je me suis organisé pour booker une séance avec des juments sur une plage. Et puis là, on va voir un peu ce que ça va donner. Donc c'est assez ciblé, comme ce que je vous propose ce soir. C'est vraiment ciblé sur les chevaux, les juments, mais beaucoup évidemment sur le travail de colorimétrie et donc le travail de colorimétrie, bien sûr, qui est très important pour moi parce que et je pense pour vous aussi, parce qu'on va voir tous les aspects, euh, que ça soit pour de la destination print, pour que vous puissiez aussi changer des couleurs de manière très simple, très ludique. Après, on va essayer de faire quelques petits exemples, voilà, toujours avec quelques tips que je pourrais vous donner, donc que j'espère qu'ils vous seront utiles. Voilà, donc à la fois on va s'axer sur ce projet-là directement que j'ai droppé sur ma page de Behance et puis également sur Lightroom. Alors d'abord pour aborder le sujet de la Camargue, déjà n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat du coup de la plateforme. Élise pourra à tout moment me poser vos questions, donc elles sont les bienvenues, bien évidemment. Et donc déjà, avant bien sûr d'aller sur ce reportage-là, avec quel matériel photographique on va dire pour aller shooter des chevaux en Camargue. Donc normalement, le photographe animalier devrait se trimballer avec un un gros téléobjectif, voilà, qui est un 150-600 par exemple, hein, donc c'est vraiment une longue focale. 150-600 chez Sigma. Là, moi, la question, vraiment, je me suis dit, bon, 150-600, ça allait être un peu long. Donc, j'ai hésité entre un 70-200 et en même temps, Lumix avait sorti un petit objectif, un petit caillou vraiment qui m'intriguait, qui était donc tout simplement le 70-300. Donc, du coup, bien sûr, je vais vous les montrer là au fur et à mesure. Alors, on va essayer ce soir, on est une heure ensemble, hein, ou un poil plus d'une heure ensemble, on va essayer un peu d'optimiser un peu notre rendez-vous. Donc, ce fameux 70-300 monté sur un S1R ou un S5, qui sont les deux fleurons de la marque de chez Lumix, hein, que vous connaissez certainement. Donc, en tout cas, deux boîtiers plein format. Et donc, ce 70-300, lui qui a une ouverture qui est pas très grande, mais c'est ça surtout qui m'intriguait, c'est-à-dire c'était un 4-5-5-6. Le 156 ans a une ouverture à peu près similaire. Euh, mais bon, pour faire les chevaux, j'ai pas besoin non plus de shooter à 2,8, sinon je vais avoir qu'un seul cheval sur les 5 ou les 6. Donc pour moi, voilà, ça c'était pas un gros problème. C'est surtout de voir si l'optique elle est vraiment piquée, parce que comme vous avez vu la taille du 70-300 par rapport au 150-600 ou quoi,
il n'y a pas effectivement la même peut-être le même soin, la même qualité de lentilles dedans. Et ça, c'est quelque chose que je connais bien au travers des différentes marques avec lesquelles j'ai pu travailler, voilà, dont Nikon et puis aussi un peu de matériel Canon. Donc j'ai un peu cette expertise-là. Le 70-300, bah, vous allez voir le résultat, c'est montré vraiment redoutable en termes de côté compact, de qualité. Et finalement, j'ai même pas eu besoin d'appuyer trop sur le 70-200 à 2.8. J'ai quand même fait des images avec le 70-200 pour quand même être sûr de mon résultat. Mais le 70-300 aurait suffi largement. Donc aujourd'hui, c'est vraiment top. On a vraiment des optiques qui sont vraiment réduites, compactes et qualitatives. Montées sur des boîtiers plein format, on a une puissance top au point de vue technicité. Voilà. Après, au point de vue des suivis du sujet, on est toujours sur un même suivi chez Lumix qui j'espère va être amené à bouger. Parce que tous les autres constructeurs utilisent un autre système de suivi du sujet. Mais en tout cas, ça s'est bien défendu, ça c'est bien. Vous allez voir, hein, les images sont en tout cas sont très nettes. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc voilà, donc 2 boîtiers bloc format et partir avec une sorte de petite chest vest. Je sais pas si on la voit bien. Je vais pouvoir même à la limite agrandir un petit peu ma fenêtre, comme ça vous allez un peu plus voir. Donc c'est une sorte de petite banane, en gros. Voilà. Donc là l'idée c'est de partir en léger, parce que bah, du coup moi je vais me retrouver à genoux dans le sable, vraiment des positions particulières. Donc l'idée c'est pas d'y aller charger. Là c'était 2 boîtiers, une banane. Et j'ai changé d'optique une fois, mais sinon normalement je change pas d'optique. Donc 70-300 et 16-35 et le 16-35 que du coup je vous en parle quand même assez souvent de ce fameux 16-35. Donc voilà, donc grand angle et on va voir après pourquoi le grand angle. Donc on va le voir voilà après sur les images. Donc donc là vous voyez c'est le setup sur mon bureau là d'où je vous parle. Je sais pas si on le voit bien. Je vais repasser sur la fenêtre, je vais le mettre en fenêtre On voyait principale. très bien, pas de souci. Ah, on le voit très bien. Ok, ça marche. Donc voilà. Donc du coup, bah, qu'est-ce qui se passe là? C'est assez rigolo parce que là, je vous mets une photo de l'entrée d'une manade et puis du terrain. Et le terrain, c'est aussi au bureau, évidemment. Donc c'est les 2 terrains principaux, 50% sur le terrain, 50% au bureau pour traiter ces images. Et là, effectivement, bah, du coup, au bureau, vous voyez, je travaille à la fois évidemment avec des disques durs. Donc ces disques durs-là qui sont des disques durs LaCie. Là, c'est des docks. Là, il y a du RUG. Après, je vais vous en montrer 2, 3 parce que je pense que il y en a peut-être certains qui sont peut-être un peu curieux de voir un peu qu'est-ce que, bah voilà quoi, avec quoi je peux travailler. Et donc, bien évidemment, l'outil qui va me permettre de bien travailler mes couleurs et de m'amuser. Parce qu'avant tout, bien sûr, ben, on s'éclate, on se fait plaisir à travailler ces images. Et, euh, et donc moi, ben, quand je reviens au bureau, eh ben, effectivement, je travaille sur mon SW321C, qui est un écran BenQ 32 pouces, avec lequel je travaille déjà bien un bon moment. Et je le quitte pas parce que bah, pour moi, ça reste ce qu'il y a de meilleur déjà sur le marché en termes de taille, en termes d'espace colorimétrique. On est sur toujours du 99% d'une couverture d'espace Adobe RVB. Donc ça c'est toujours top. Et donc voilà. Donc après on va le voir. Il y a aussi une parution suite à ce reportage. Parution qui n'était pas au départ prévue. Hein, c'était pas une commande. Hein. Donc une belle surprise. Mais parce que peut-être que effectivement le résultat, le travail des couleurs, bah, peut-être voilà fait que la rédaction de Chasseurs d'images, qui est quand même le premier magazine de photographie en France, bah, du coup, ça leur a plu. Donc là, pour ceux qui le connaissent, ils savent très bien de quoi je parle. C'est vraiment la référence en termes de magazine photo. Et là, du coup, ben voilà, vous avez leur site aussi qui est Chasse Images.
Euh, voilà, voilà. Tac. Donc, en termes de matériel, c'est ça. Mais surtout, le plus important, et ce qui est toujours sympa quand on peut se voir sur des webinaires comme cela, du coup, chez moi, à mon bureau, en toute intimité, et c'est vraiment de pouvoir se dire, bah, avant de déjà travailler mes images, bah, je savais déjà à peu près ce que j'allais rentrer, même je dirais que j'avais déjà des images dans ma tête parce que voilà, je m'imagine des choses de la même manière que quand je vais en Afrique, j'imagine des images avec des éléphants, avec différents types d'animaux. Et ben là, c'est pareil avec les chevaux comme ça à la plage. J'avais vraiment envie de rentrer ce genre d'image et d'avoir un rendu spécifique parce que là, on va le voir après dans les traitements d'images. Euh, J'espère que là, ça s'affiche toujours bien. Vous allez voir, je vous ai réservé quelques images différentes. Et là, l'idée, c'est vraiment de vous montrer vraiment des différents types de traitements. Euh, voilà. Et après, bien sûr, on fera évidemment un traitement sur une image ou deux pour vous montrer un peu comment je fais. Donc voilà, donc la Camargue, très chargée d'histoire, c'est hyper authentique. Moi, j'adore ça. Je me suis baladé à pied, en voiture, pour aller voir différentes manades. Donc les manades, pour rappeler, pour rappel, pardon, c'est évidemment c'est composé de 20 à 100 à peu près à 100 chevaux. Où il y a des poulains, il y a des juments, il y a un peu de tout. Donc voilà, et les juments, bien sûr, de Camargue, les chevaux qui sont bien sûr tous blancs. Ça c'est top. Et là, vous voyez déjà cette image-là, euh, avec vraiment la tête comme ça. C'est vraiment, celle-là a été faite bien sûr au 16-35. Et j'aime bien moi ce genre d'image. Donc l'idée, c'est toujours de varier quand même ces images. Ça, c'est ce que je fais à chaque fois et puis que je vous dis aussi. Donc là, par exemple, j'étais en train de me balader euh, à Sainte-Marie-de-la-Mer, autour de Sainte-Marie-de-la-Mer. Et puis voilà, donc là, on peut très facilement assister à des scènes comme ça, voilà, avec des chevaux qui n'ont pas à se bagarre mais qui s'amusent. Et, euh, donc voilà, donc on va arriver progressivement à du coup à cette fameuse, ce fameux shooting sur la plage entre Sainte-Marie-de-la-Mer et Aigues-Mortes. Et donc là, bah, du coup, là, on va parler aussi de l'aspect print, du coup. Et là, vous voyez bien sûr une partie de l'article dans Chasseur d'images qui est 90 minutes avant le coucher du soleil. Donc voilà, ça pose le cadre. Ça veut dire, bah, si demain vous avez une fourchette, une fenêtre de tir pour pouvoir faire un reportage et shooter, et ben va falloir l'optimiser, va falloir s'organiser. Et voilà. Et dès le début, je vous dis, essayez de penser d'être un peu compact, d'avoir quand même de la qualité de matériel avec vous qui correspond à ce que vous allez faire. Si vous faites de l'affût, bah, effectivement, vous pouvez vous permettre de prendre un tel objectif, tout ça, etc. Là, s'il faut bouger très rapidement et avoir 90 minutes, bah, il vaut mieux ne pas s'épuiser. Et, euh, et pour la petite information, du coup, je sais pas si ça, petite anecdote. Avant de commencer la séance de photo, je suis tombé en hypoglycémie, du coup, Élise, parce que comme je suis diabétique type 1, et donc je partais déjà en bas. Et heureusement, une personne avait un peu de sucre sur elle et du coup, j'ai pu un peu remonter. Mais déjà, j'attaquais déjà le shooting. J'étais déjà pas en super grande forme, très excité, mais pas en super grande forme. Donc c'est pour dire dans quel état j'étais. Alors, comment ça se passe? Eh ben, du coup, on a un étang avant d'aller directement sur la plage. Et là, c'est la super bonne occasion de pouvoir déjà réaliser des images avec un effet de miroir. Et je vous ai, voilà, du coup, j'ai pris deux images qui paraissent sur le moment un peu similaires, mais pas vraiment, parce que vous voyez, le reflet n'est pas pareil, là ici, directement dans l'eau, et le point de vue n'est pas du tout le même. C'est-à-dire que là, je suis à genoux,
et vous voyez que le reflet est plus aplati, quoi, en gros, tandis que là, le reflet au point de vue des personnages et des chevaux, il est vraiment un peu plus bas, donc là, l'effet miroir est mieux, donc le point de vue un peu plus haut, effectivement, on arrive à avoir un rendu en miroir qui est bien, parce que normalement, quand on photographie un sujet, on se met à son niveau, quoi. Et là, l'effet miroir, on n'a pas besoin d'être accroupi, d'être dans des positions compliquées. Donc c'est pour vous montrer ça. Et alors j'espère qu'en termes de largeur d'image, ça va. Si j'espère que Élise, est-ce qu'on voit très bien? Est-ce que c'est Ça pas va, trop oui. petit? Ouais. Après, tu peux élargir un peu si tu veux. Ouais, ouais, d'accord, ok, ouais, pas de souci, pas de problème. On a un SW321C 32 pouces, on peut y aller. Donc voilà. Donc là on est. Donc sur cette image-là. Bah, moi que j'aime, celle-là, j'aime beaucoup parce que bah, finalement, on a une partie du miroir, mais là l'idée, c'était pas d'avoir tout le miroir comme on a eu au-dessus. Là, l'idée, encore une fois, c'était de varier et puis la composition de l'image, elle est intéressante parce que on a directement bah, la jument qui me regarde en face à face. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui se passe et vous voyez, tout est net sur vraiment sur quasi totalité ici des chevaux, à part peut-être celle-là au fond, mais encore ça reste vraiment très bien. Donc en termes d'ouverture, évidemment, on travaille sur des ouvertures qui sont pas des grandes ouvertures, mais qui sont plutôt des ouvertures de l'ordre de plutôt f7 ou f8 pour ceux qui voudraient avoir quelques specs. Et puis en 90 minutes, bah il faut rentrer les images. Donc là, je vous cache pas, il y a eu à peu près il y a plus de 1000 photos qui ont été faites pour en garder à la fin même pas une cinquantaine. Et des tops, je dirais que bah, il y en a peut-être 15 pour moi en tout cas. Et donc là, bah, par exemple, les gardiens qui font vraiment partie de cette histoire-là de la Camargue, eh bah, du coup là ils repartent avec les chevaux qui vont après revenir vers moi et puis ça va être une sorte de petit balai. Et là je trouvais intéressant d'avoir un peu cet effet de l'eau qui vient vraiment se balayer devant moi, et puis les chevaux qui repartent. C'est ce genre d'image que finalement, des fois, on pense pas à faire, mais qui est très très sympa parce qu'elle est, elle fait, elle pose directement le décor, quoi, pose le cadre, quoi. Donc, on n'est pas obligé d'avoir des photos tout le temps d'action. C'est comme quand, par exemple, je faisais beaucoup de sport à une époque pour Reuters et pour l'équipe ou l'équipe Mag. Et ben du coup, on cherchait pas à avoir toujours des actions, mais des expressions, des moments à part, des petits détails. On n'est pas toujours dans ce côté il faut de l'action, de l'action, de l'action. Voilà. Et là, bah, là c'est pareil. On a un bon exemple d'un effet effectivement contre-jour. Et, euh, et voilà, j'ai volontairement voulu garder cet aspect-là ici du soleil. J'aurais pu recadrer, quoi, recouper, quoi, ici. Ça aurait pu fonctionner aussi. Mais je trouve que c'est sympa parce que ça fait une ambiance vraiment coucher de soleil. Et donc, vous l'avez bien compris, les codes de la photographie à l'heure dorée de la Camargue, eh ben, on va se rapprocher tout doucement, évidemment, de l'heure, de la lumière, on va dire, de l'heure dorée. Et cette heure dorée-là, avec des lumières très douces, très jolies, très belles. Et voilà. Moi, j'aime beaucoup cette image parce qu'il y a, là, ici, sur les chevaux, il y a une sorte de jeu de lumière, jeu d'ombre et de lumière qui est vraiment très, très chouette. Et après, bah là, du coup, on a des portraits déjà un peu plus, voilà quoi. L'idée, c'est vraiment de varier. Euh, L'idée, c'est vraiment de varier. Et, euh, et donc après, euh, les images au grand angle, bon, bah là, vous voyez un peu le résultat. Voilà. Et le rendu en termes de couleur est pas pareil, hein. Vous voyez, c'est un petit peu plus chaud. Et là, directement, on est sur un rendu qui est un petit peu plus froid, quoi, un petit peu plus désaturé. Voilà, parce que là, on a quand même des juments qui sont plutôt vers le blanc. Donc, effectivement, il va falloir prendre ça en compte. Les hautes lumières en photographie et ne pas, on va dire, ne pas avoir des hautes lumières brûlées pour garder encore tous les détails sur la peau, vraiment, ici des chevaux. Et voilà, ça c'est une autre série
qui est, vous voyez, avec des tons, des nuances qui sont complètement différentes. Voilà, celle-là j'aime bien aussi, celle-là vraiment sympa. Alors c'est pareil, hein, le gradient, on aurait pu peut-être la recadrer pour en faire une un peu plus carrée qui aurait fonctionné. Mais moi j'aime bien, je trouve que ça fait partie du cadre, ça fait partie de l'histoire. Et moi j'aime bien m'attacher m'attacher à ça. Donc pardon. Donc voilà, donc là ce qui est important de comprendre, c'est comment arriver à avoir des couleurs justes. Euh, bah, je peux vous prendre un exemple qui est assez probant, qui est celui bien sûr de l'espace colorimétrique, parce que tout à l'heure on parlait de l'espace Adobe RGB et on sait très bien que l'Adobe RGB c'est un espace qui est énorme en termes de couleurs et de nuances, et les écrans BenQ couvrent quasiment à 100%, pour pas dire 100%, cet espace-là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple là, moi, ce matin, j'ai recalibré mon écran. Donc là, j'ai directement, vous voyez le spectre ici de mon calibrage, donc qui est aujourd'hui. Hein, hop, vous le voyez, il est noté là, BenQ, SW321C, 2710, tout ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va fixer cet espace-là, on va lui dire qu'on va le garder, et on va prendre évidemment le Adobe sRGB, hein, ou sRGB en anglais, le fameux rouge, vert, bleu. Et bah, du coup, voilà, on va le mettre là, on va le coller là. Et là, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Eh ben, on s'aperçoit que eh ben, l'Adobe sRGB, pour ceux qui ne le savent pas, eh ben, bien sûr, est beaucoup moins puissant et couvre beaucoup moins de couleurs et de nuances et de tonalités. Et donc ça, c'est un gros problème. Parce que si vous travaillez sur un écran qui n'est pas calibré, eh ben, vous pouvez avoir des surprises à l'arrivée. Et, euh, et donc, euh, et donc là déjà sur l'espace colorimétrique et la couverture de l'espace, c'est pour ça qu'on c'est important de regarder la couverture des espaces de vos écrans. Là, si on est quasiment à 100%, eh ben, c'est top. Ça veut dire qu'on va pouvoir avoir quasi la totalité des couleurs à utiliser, et ça c'est top. Tandis que là, quand vous êtes en Adobe sRGB, eh ben vous voyez, vous avez 30% de moins de couleurs que vous allez pouvoir utiliser. Donc ça, c'est quand même très embêtant parce que vous le retrouvez sur vos laptops, c'est-à-dire vos ordinateurs portables qui ont des espaces en Adobe sRGB. Il commence à y avoir des laptops qui commencent à avoir des écrans avec des dalles qui peuvent faire de l'Adobe RGB, mais très peu et à des coûts qui sont assez énormes. Donc là, effectivement, pensez à votre budget. Euh, et donc là, bah, vous voyez, il y a certaines couleurs qui sont complètement, comment dire, à l'abandon. C'est-à-dire que là, on voit par exemple dans les verts, voilà, donc bah, là, quand on est sur un espace colorimétrique Adobe sRGB, bah, du coup, les verts, c'est pas gagné. Pour qu'on ait vraiment toutes les nuances et toutes les couleurs. C'est comme si vous aviez comment dire, des trousses de crayons de couleur et que vous enlevez 30% de ces crayons, donc il vous reste plus qu'une petite trousse au lieu d'avoir toute une gamme très large de possibilités d'editing en couleur. Donc voilà, moi après, vous allez voir sur les images des juments dans la mer, j'ai essayé d'avoir un petit rose poudré. Et ben, le rose poudré qui se situerait plutôt par là, et ben c'est pas gagné. Hein. En Adobe sRGB, j'aurais peut-être pas eu ce que je voulais. Voilà. Donc vous voyez, voilà, il y a des couleurs qui sont pas retranscrites, pardon. Et ça, voilà, ça c'est un gros problème. Euh, Tac tac. Donc c'est aussi les dalles de nos téléphones, de tout ce qui est tablette aussi. Donc tout ça, c'est des dalles qui sont en Adobe sRGB. Donc le but du jeu, quand vous éditez vos photos et en plus que vous voulez derrière faire du tirage, en tout cas moi, vous savez c'est le cas, du coup bah, il faut que ça soit le plus juste possible parce que effectivement par rapport par exemple là cet exemple de couverture de chasseur d'images, on est sur du print. En plus on est vraiment sur une couverture.
avec des tons et des nuances qui sont quand même assez douces. Donc il faut que ça soit quand même très bien retranscrit. Et si déjà on part avec un écran qui est pas bien calibré, ben à l'arrivée, on risque d'avoir des surprises. Donc effectivement, c'est vrai que c'est très important cet aspect de couleur pour être juste et à la fois pour faire un travail bien fini, bien propre. Voilà. Donc du coup, je voulais vous remontrer cette donnée-là. Euh, Élise, s'il y a des questions, n'hésite pas parce que là-dessus, je pense que c'est vraiment un point méga important euh, sur sur la colorimétrie, donc les espaces. Euh, voilà, Pour je sais l'instant, pas. il y a pas de, il y a pas de questions sur ce sujet. Il y en a eu une précédemment, mais que j'envisageais éventuellement de poser à la fin. Est-ce qu'il y a des autorisations nécessaires pour, euh, pour venir filmer en Camargue et notamment les guardians Ah oui, que ah tu oui, as oui, bien inclus sûr. sur tes photos. Donc, Ouais, est-ce qu'il y ouais, a une autorisation nécessaire pour le lieu comme pour les gens? complètement. On peut pas. Bien sûr, on est sur des sites qui sont des sites qui sont inscrits au patrimoine, donc on peut pas faire n'importe quoi. C'est pour ça que directement il faut avoir des. En tout cas, moi j'ai des contacts sur place qui me permettent d'organiser ça et par rapport par rapport à mon métier, la notion d'autorisation, elle est hyper importante. C'est les premières choses qu'on verrouille, quoi, qu'on demande. Donc, donc voilà. Après, je voulais en parler plutôt à la fin, mais je peux peut-être le dire maintenant ou vous glisser. C'est vrai qu'en printemps de l'année prochaine, je vais organiser des stages photo en Camargue. Effectivement, bah oui, je peux vous dire, c'est toute une organisation à la fois de travail avec les locaux sur place, sur certains sites. Il y a évidemment les villes de Sainte-Marie-de-la-Mer, d'Aigues-Mortes, toute la région. Voilà, ils essaient de protéger ça, ils ont bien raison, pour pas qu'il y ait, voilà, pour pas qu'il y ait du n'importe quoi. Donc tout ça est quand même bien réglementé. Et voilà, même si les gens de là-bas sont quand même des gens qui sont heureusement très simples. Et c'est voilà, en tout cas c'est un super, c'est une super région, quoi, hein. Donc voilà, mais il faut, oui, oui, bien sûr, il faut toujours quasiment des autorisations, quoi. À titre d'info, quand je suis même parti au Kenya, à, à Turkana, dans le nord du Kenya, dans une tribu complètement perdue, et, euh, et quand je dis perdu, c'est vraiment perdu. J'ai même fait signer les autorisations aux personnes, aux tribus que je photographiais. Et même s'ils m'ont fait une croix, un carré, n'importe quoi, bah pour moi c'était normal et c'est ce que j'avais prévu de faire et donc voilà. Donc c'est pour dire, Élise, jusqu'où c'est important quand même d'avoir l'accord des personnes qu'on photographie, quoi. Ça c'est sûr, quoi. Après, ils sont souvent contents, hein, d'être photographiés, hein, ces gens-là, parce que ça met en valeur leur patrimoine, leur travail, ce qu'ils sont. Donc voilà, après, ça dépend toujours comment on amène la chose, le travail qu'on fait. Et donc voilà. Merci Olivier. De rien. Je te laisse continuer. Oui, oui, oui. Alors, c'est pour ça que dans le dans le spectre des couleurs je veux dire le spectre de l'espace colorimétrique et dans les couleurs et dans les nuances, voilà, là à la fois on voit qu'on a un côté un peu bleu désaturé, un peu vraiment désaturé, qu'on retrouve un peu là. Et ce qui est très important, ce que je vous conseille pour vous, c'est vraiment d'essayer d'aller vous amuser pour travailler les couleurs. Donc là, on est en plein dedans. Euh, Moi, je pourrais vous conseiller d'aller sur le site sur Adobe Color, qui est qui est un très très bon exemple. Donc Adobe Color, par exemple, eh ben, on pourrait travailler sur euh, des couleurs, par exemple, alors les triades, évidemment, c'est les groupes de 3 couleurs. Voilà. Et là, il va vous donner automatiquement les couleurs qui sont à la fois complémentaires. Alors là sur 3 couleurs, mais les complémentaires c'est intéressant. Et ça, je vous invite à le faire. C'est-à-dire vraiment de dire par exemple, hop, dans les bleus, et ben vous voyez directement que le orange est une couleur complémentaire. Voilà. Donc bon,
Ça, c'est pas d'hier, hein. Sur les films d'Hollywood, tout ça, ils se servent un peu de ce type de colorimétrie-là. Mais là, par exemple, nous, quand on est dans les bleus, eh ben, on voit que on tire dans les jaunes et les oranges en couleurs complémentaires. Et donc Adobe Color est vraiment intéressant. Alors on aura pas le temps ce soir de se pencher là-dessus parce que on a pas mal de choses à voir et aborder ensemble. Mais du coup, voilà, vous pouvez vous amuser à aller chercher vos couleurs complémentaires pour pouvoir après à l'editing et on va le voir directement essayer de les appliquer. Et là, par exemple, on est sur des nuances. On pourrait travailler que sur une gamme de couleurs, mais avec des nuances, voilà, qui sont voisines. Et donc pour ceux qui travaillent sur Photoshop, et ben directement aussi vous avez les codes couleurs. Donc vous pouvez vous amuser à essayer de travailler ces couleurs-là. On le voit directement dans. Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre comme exemple? Euh, ben, voilà, on va prendre cet exemple par exemple. Hop. Alors, on a si voilà, je pense qu'Élise, on peut essayer de montrer peut-être au public un peu comment, comment ça, en tout cas moi, comment je traite, je pourrais traiter une image, quoi. Bien sûr. Alors là, moi j'ai pris Lightroom parce que je trouve qu'il est très ludique et puis il est assez facile d'accès, donc c'est vraiment top. Donc soit, bien sûr, on va lui demander de nous faire quelque chose en auto, mais généralement ça me convient pas. Donc effectivement, les hautes lumières, on en parlait tout à l'heure, c'est vraiment pour pouvoir essayer de garder le maximum aussi de détails sur les blancs, de la peau, tout ça. Et, euh, donc après, les zones d'ombre, on peut s'amuser à les déboucher si on veut. Ça, c'est pas un problème. Ce qui est très important, c'est quand on shoot, il faut qu'on soit sur un espace colorimétrique. Moi, je suis toujours sur un espace colorimétrique, un espace qui est plus neutre, qui est plus flat, parce que après, bah, j'aime bien, bien sûr, avoir le maximum de possibilités ici à mon bureau en travaillant direct avec mon écran. Euh, Pourquoi? Alors c'est important, hein, ça, hein, ce que je vous dis, c'est peut-être que je m'arrête 2 secondes là-dessus, mais quand vous travaillez avec un espace qui est bloqué par l'appareil et que vous faites pas gaffe à ça, si vous prenez un espace colorimétrique, quand vous voyez par exemple, euh, c'est marqué, il y a des portraits, il y a le côté nature, il y a plein d'espaces comme ça, et puis il y en a qui sont beaucoup plus saturés, beaucoup plus contrastés. Et ben là, ça veut dire que quand vous allez faire votre photo, directement, il va vous bloquer bah, les photos avec l'espace du boîtier. Quand vous allez les décharger, et ben si vous voulez après déboucher des noirs, des ombres et tout ça, bah, vous allez beaucoup plus galérer que si vous shootiez à la base avec un espace colorimétrique beaucoup plus neutre, beaucoup plus flat. Donc ça, c'est vraiment un conseil que je peux vous donner, parce qu'après, ben, directement au bureau, vous allez pouvoir avoir toutes les latitudes, toutes les possibilités, et qu'on a vu avec toutes les couleurs, toutes les nuances qu'on peut éditer avec un bon écran graphique calibré vraiment pour ce travail. Donc ça, c'est pas rien, et c'est vraiment la base sur votre appareil, le réglage, l'espace colorimétrique, parce qu'après, je pense que vous avez peut-être, vous connaissez évidemment sur Lightroom, vous avez plusieurs possibilités ici. C'est-à-dire après, vous propose ici des profils. Donc, faut pas confondre espace et profil, hein. Espace colorimétrique, c'est Adobe RVB, Adobe sRVB, c'est votre possibilité, votre palette de couleurs que vous allez pouvoir utiliser. Et là, c'est des profils colorimétriques. Donc, ces profils colorimétriques, c'est des presets un peu qu'on vous propose sur vos appareils photo. Donc ça, je voulais bien expliquer. Essayer d'être vigilant par rapport à ça. Mais surtout, là ici, on a des rendus qui sont un peu plus saturés, qui sont un peu moins contrastés. Donc voilà. Donc moi, je suis resté sur le Adobe Color de base. Voilà. Et ça me va très bien. Donc là, par exemple, on parlait des noirs. Ben voilà, on peut un peu les déboucher. Ou les ombres plutôt, on peut les déboucher, les noirs après on va voir ce qu'on fait. Et effectivement, les blancs, là c'est quand même le sujet, c'est quand même les juments qui sont blanches. Si on pousse les trucs, si on pousse les curseurs à fond, on voit que derrière,
bah, tout ça, tout ce qui se révèle là, ça va être complètement cramé. Donc, il faut vraiment essayer de rester dans quelque chose où on va pas avoir des blancs qui seront cramés. Et la même chose pour les noirs aussi, ici. Voilà. Et à la fois, si on peut essayer de désaturer un petit peu, ben on va pas s'en priver aussi. Alors, en plus, là récemment, et j'ai vu ça, là il y a quoi ce matin, Lightroom ils se sont amusés à changer encore ici leur petit réglage parce que en ce moment c'est, je sais pas si tu sais Elise, c'est un peu la bataille de quel logiciel va détourer le mieux les sujets. Euh, qui est lequel va remplacer les ciels, lequel va tout ça, ça. Alors, déjà, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que il n'y a aucun ciel qui a été changé. Voilà, j'aime pas trop ça parce que franchement, je trouve que ça dénature, ça colle pas souvent bien. Tu n'en retouches Euh, aucun. ah, si, j'en retouche pas. Là, j'en ai retouché beaucoup, mais je ne les change pas. C'est-à-dire, c'est-à-dire, je ne remplace pas par mon ciel. Si je Ok. peux, pour être plus précis, parce que il y a plusieurs softs qui proposent aujourd'hui de remplacer des ciels différents, voilà quoi. Donc, ça fonctionne pas super bien. Franchement, c'est pas hyper naturel. Donc, moi, je prends plutôt le parti d'essayer de voir qu'est-ce que je peux faire de mieux si j'ai un ciel trop gris, si je peux essayer un peu de l'améliorer ou voir carrément de partir sur un effet plus, je dirais, un peu plus déco parce qu'aujourd'hui, moi, comme j'ai des demandes de tirage photo, que ça soit pour chez des personnes à accrocher au mur, pardon. Bah, du coup, là aujourd'hui, je m'amuse de plus en plus avec la couleur. Donc comment dire, j'ai la chance d'avoir comment dire, de pouvoir être très juste dans mes prises de vue et de perdre le moins de temps possible, je veux dire, sur mes editing. Mais voilà. Et de l'autre côté, bah là aujourd'hui, je m'amuse de plus en plus à travailler mes couleurs. Donc là, effectivement, moi, bon, au bureau, je me régale avec ça. Donc si on prend par exemple, là, on peut le montrer peut-être aux personnes qui nous suivent comme ça, ben vous voyez directement, là, ils ont calculé des algorithmes pour pouvoir tout de suite repérer des personnes ou des sujets. Donc c'est top, hein, c'est pas mal, hein, c'est vraiment pas mal. Donc là, après, pardon. Donc là, donc là après, bah voilà, après on peut faire ce qu'on veut, quoi, hein, si on veut éclaircir les sujets, tout ça. On va aller plutôt essayer d'aller sur les ciels, peut-être. Donc on va voir qu'est-ce qu'il nous propose. Donc là, on voit qu'il a pris une bonne partie du ciel et qu'il a fait un beau boulot de détourage. Mais on voit quand même qu'il y a un truc qui manque ici, hein. Je ne sais pas si vous le voyez, comme moi. Donc là, bah, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben moi, je vais lui dire, par exemple, bah, cette partie-là, il faut quand même que tu la prennes en compte. Donc je le fais un peu de manière grossière, là, mais c'est juste pour qu'on puisse montrer un peu comment ça se passe. Et alors, donc là, vous me direz, ben, est-ce qu'on peut s'amuser à jouer? Alors déjà, je sais pas si tu vois, Elise, là, on peut déjà partir sur du bleu. Évidemment, s'amuser avec la température des couleurs. OK? Bon, après, faut pas non plus partir dans n'importe quoi. Et aussi, de manière très simple aussi, on peut aussi, là, ici, choisir ces couleurs ici. Donc, si je veux mettre, par exemple, un fond, je sais pas, ouais, avec des couleurs plus ou moins. Voilà. Donc il y a des choses qui fonctionnent et des choses qui fonctionnent pas. Donc là, c'est pour ça que la recherche des couleurs complémentaires est très importante. Et donc ce fameux Adobe Color, je vous invite vraiment à aller vous amuser, à aller vous amuser là-dedans. Donc là, par exemple, si on choisirait par exemple un turquoise comme ça, qui est un petit peu fort, hein, carrément, bah après, hop, on va voir un peu. Là, je pense que j'y suis, je pense que j'y suis un peu fort sur le turquoise, mais bon, c'est pas grave. Donc après, bah, du coup, là, on voit qu'on peut un peu le modeler. Voilà. Hop. Donc ça, c'est bon. Tac. Là, ici, on va rajouter peut-être un peu du.
du jaune, tout ça ici. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, alors soit eh ben, effectivement, on essaye de désaturer un peu. Voilà. Bon après, là, c'est vraiment pour montrer vite fait qu'est-ce qu'on peut faire par rapport au ciel, parce que par rapport au ciel, il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut faire. Ça ne convient pas trop ce bleu. Pardon. On va reprendre celui-là. Voilà. Et puis après, bah, du coup, on peut pousser un peu, s'écarter, tout ça. Et là, c'est surtout là aussi qu'on va pouvoir travailler aussi ces fameux bleus. Alors, si on veut pouvoir qu'ils soient un peu plus soutenus ou pas. Tac. Élise, toujours pas de questions de la part de. Si, j'en Parce ai, que mais je moi, les garde pour après. ouais, bon là, si ça Alors, correspond à ce qu'on fait, tu peux y il aller, y a hein. une question un peu matérielle, comme là tu es sur la retouche, on demandait quelle sonde tu utilisais pour calibrer ton écran, Ouais. indépendamment du fait que l'écran d'MQ est calibré usine, si je peux me permettre. Tout à fait, ouais. Alors, bah, directement, la sonde que j'utilise, je l'ai ici, là, effectivement, c'est une bonne question. C'est la, du coup, c'est la sonde, c'est la Calibrite, c'est la Profiler. Je sais pas si on la voit ici. Hop, ok. C'est bon, tu la vois bien, Elise, ou pas? Vous la voyez bien? Bon, je vais prendre ça je vais prendre ça pour un oui. Je- tac, tac, tac. Voilà, donc au point de vue de la sonde, voilà, c'est vraiment c'est des sondes qui sont des sondes Calibrite. Profiler, c'est les X-Rite, mais c'est Calibrite maintenant. Et ça marche très très bien. Donc voilà. Après, votre sonde, ça se calibre tous les mois, une fois par mois, et ça prend peut-être même pas une minute, quoi. Donc c'est assez rapide. Olivier, est-ce J'essaie que tu peux te remettre toi en petit pour que je puisse accéder aux questions, parce qu'on vient d'avoir une question. Balance des blancs en automatique ou bien prédéfini pour assurer le blanc des chevaux, nous demande-t-on. Alors, balance des blancs, balance des blancs automatique pour ma part, parce que je trouve qu'elle le gère très bien. C'est sur l'appareil photo, hein, c'est ça la question, je pense. C'était Je sur l'appareil. suppose. Donc du coup, ouais, balance des blancs auto. Il y en a. Après, on peut le forcer, on peut le calculer, mais franchement, les appareils aujourd'hui, ils le gèrent très très bien. Donc je vous conseille vraiment la balance des blancs auto. Et, euh, et là, par contre, faut pas se faire piéger par l'ouverture sur ce genre d'exercice, parce que j'anticipe un peu peut-être une autre question, mais quand on fait du sport et de l'animalier, ce qui est pareil hein, sur le principe, on a un sujet qui bouge. Là, on va avoir soit trop de lumière parce qu'il y a un coucher de soleil, soit peut-être pas assez parce que si on a peut-être une zone d'ombre avec les nuages qui vont cacher le soleil, tout ça. Donc du coup, l'appareil, lui, va vouloir contrebalancer en essayant d'ouvrir plus quoi le diaphragme. Faut faire gaffe à ça parce que qui dit, comme je disais tout à l'heure, ouverture de diaphragme, ça veut dire qu'on aura une zone de netteté, une profondeur de champ qui sera vraiment petite. Et il faut vraiment faire gaffe à ça parce que quand on photographie 5 juments, bah, c'est un peu dommage d'en avoir qu'une qui est nette, quoi, en gros, quoi. Donc, il faut vraiment faire attention à ces réglages-là. Donc là, il vaut mieux travailler en manuel plutôt qu'en priorité parce que sinon, on peut avoir des petites surprises derrière et surtout un rendu qu'on ne souhaite pas, quoi, en gros, quoi. Voilà, quoi. Merci beaucoup. Mais de rien. Alors là, du coup, c'est vrai que je suis retombé là-dessus, sur ces fameux ciels là en question là. Et donc là, bah, voilà, moi je m'étais vraiment amusé bah, voilà, quoi, à choisir vraiment une couleur qui
était complètement, voilà, plus dans les bleus, tout ça. Mais au départ, on n'est pas là-dedans, quoi. Au départ, on est comme ça. Donc voilà. Après, par exemple, cette image-là, on pourrait, si on veut, euh, moi, je la verrais très très bien, par exemple, de manière complètement désaturée, quoi. Parce qu'il y a un rendu qui est vraiment top. Et là, on arrive à garder des blancs qui sont bien, par exemple. Et et donc on pourrait, ça se marie très très bien quoi. Le côté Camargue avec un côté désaturé, je dirais qu'à ma limite, c'est même quasiment ce qu'il faut, quoi. Voilà. Après, si on veut s'amuser, ici, on a cet aspect color grading, ce que je parlais avec l'Adobe Color, et c'est là où on va plutôt aller dans les ombres, vous voyez, et là ici les hautes lumières, donc les blancs, et là de lui dire par exemple, alors si on était, je vais reprendre, je vais reprendre, je vais reprendre ça, comme ça, la photo de base. Là, par exemple, on lui dit, bah, dans les ombres, on veut du bleu, d'accord? Plus ou moins soutenu, ok? Et là, bah, tout à l'heure, je sais pas si du coup vous vous souvenez, hop, on est allé voir un peu les couleurs complémentaires, qui sont un peu dans les jaunes, un peu orangés, donc c'est un peu l'opposé, hein, ici. Et ça, c'est le global. Bon, le global, généralement, on le touche pas. Et, euh, et voilà. Et après, à partir de là, eh ben, on va essayer de jouer alors plus avec quelque chose d'un petit peu plus désaturé. Alors là, vous voyez le ciel et comment dire, ça se démarque pas assez par rapport au sujet. Donc c'est pour ça que moi j'avais pris le parti de lui donner un petit peu plus de couleur. Voilà. Sinon après, si on veut quelque chose d'un petit peu plus contrasté, et tout de suite qui dit contraste dit saturation en plus. Voilà. Donc c'est pas déconnant sur le principe, hein, parce qu'on peut très bien celle-là, si on veut la recadrer comme ça, on a la possibilité. Voilà. Là, bon bah qu'on soit un peu plus ou un peu moins, voilà, là on n'est pas loin. Et ici, après, à nous de jouer un peu avec effectivement quelque chose. Voilà. Donc ça pourrait donner ça. Voilà, ça pourrait donner ça. Ça s'est fait très rapidement, hein, évidemment, hein. Donc voilà. Et après, sinon, eh ben, on a des presets qui sont souvent rentrés et que on peut soi-même faire avec des presets qui peuvent fonctionner. Par exemple, celui-là, il pourrait être pas mal celui-là. Voilà, avec des choses un petit peu plus vintage. Ça marche pas, par exemple. Ça marche pas non plus. Euh, voilà, moi, c'est des presets des fois que je m'étais rentré, mais qui peuvent pas fonctionner euh, au tac au tac, quoi. Donc il faut à chaque fois traiter sa photo et essayer de, de- de- d'imaginer qu'est-ce qu'on veut, de tester. Mais moi, j'ai quand même souvent mon idée vraiment de ma photo, quoi. C'est-à-dire, euh, bah là, si on prend par exemple cet exemple-là, là, on a les gardiens, on a les juments. Là, par exemple, il y a, les juments, elles ont été un petit peu débouchées au point de vue des ombres. Là, vous voyez sur l'image suivante, et ben là, le parti pris, il est vraiment de pouvoir faire ressortir plus les cheveux, plus les poils, plus la crinière, plus les détails qui sont autour, quoi, où le soleil vient taper vraiment sur le cou, sur le dos des juments. Et quand même, je laisse quand même le gardien quand même dedans, parce que beaucoup auraient peut-être pris le parti pris de ne pas mettre les gardiens. Je les ai pas mis tout le temps, mais je les ai quand même mis quand même assez souvent parce que ça fait partie de, ben voilà quoi, de ce qui se passe quoi, de la scène quoi. Et donc voilà. Et là, de même que pour la couve, eh ben je me suis amusé à faire. Et là, je pense que c'est hyper intéressant, Elise, de pouvoir le montrer à nos invités ce soir. Que par exemple sur cette couve là, eh ben il y a plusieurs rendus qui peuvent être opérés. Je ne sais pas si on le voit bien à, à l'écran. Si, Élise, si. comme du Ouais, coup, là, on voit bien en plein écran. Aucun souci, on voit très bien. donc là, vous voyez, il y a quand même, il y a vraiment un travail de colorimétrie, de rendu entre les bleus, entre les mages, donc un peu plus les rouges,
Euh, voilà, là, il y a un effet un petit peu plus vraiment dans l'image. Et j'aime bien parce que c'est un côté un peu doux. Moi, en tout cas, voilà, ça m'inspirait, moi, ce côté vraiment de pureté, ce côté authentique que j'adore, quoi, quand je vais photographier des animaux ou des paysages. Et donc là, vous voyez, je me suis amusé voilà, à lui donner un ton différent, une tonalité complètement différente. Et ça, je suis content de le partager avec vous parce que là, mais imaginez-vous, si avec ces petits détails-là, si je suis pas juste à mon bureau, bah, quand ça va sortir dans un magazine comme par exemple Chasseur d'images, il vaut mieux pas se louper et que derrière ça suive et que les couleurs suivent. C'est pour ça que ben, autant travailler avec de bons outils et l'écran graphique. En tout cas, ce soir, c'est vrai on parle beaucoup des écrans parce que c'est notre thème et c'est l'outil principal. Du coup, bah, c'est important, quoi. Voilà, c'est très très important, quoi. J'ai une question, Olivier. Ouais. Est-ce que ce choix des couleurs, il t'est propre ou est-ce que dans le cadre de cet article pour chasseur d'images, on t'oriente sur ce que tu dois produire? On te dit, voilà, on aimerait voir ce que ça donne plus dans les roses, dans les blancs. Alors, Est-ce que il y a une je- commande ou est-ce que tu restes complètement libre de ton... non, non, je suis libre complètement de mes choix, de mes actions en tant qu'artiste. Donc il y a rien qui est imposé. En plus, c'est vraiment chasseurs d'images, ils ont vraiment une philosophie de travail, je trouve, avec les personnes qui publient, où vraiment ils arrivent à retranscrire ou à attraper certaines, comment dire, particularités quoi, de certains photographes quoi. Et au contraire, je pense qu'ils incitent à ce que le photographe garde le plus son univers pour qu'il puisse vraiment s'exprimer quoi. Et il y a vraiment aucune contrainte là-dedans. Après, bon, il faut que ça touche bien sûr, je pense, des rédactions. Mais ce qui est bien, c'est qu'avec Chasseur d'images, il y a quand même des travaux qui sont variés, différents et toujours très qualitatifs. Donc non, non, il y a vraiment pas de contraintes. Pas de contrainte. Et encore une fois, c'est pas une commande. Donc, du coup, il y a rien il y a rien de précommandé, quoi. Et même, je vous dirais que, comme avec Chasseur d'images, ça fait quand même quelques années que j'ai la chance quand même d'être publié dans ce beau magazine. Quand j'étais parti sur le site Rally pour suivre Sébastien Loeb et que j'étais parti avec deux boîtiers Canon et deux boîtiers Lumix pour faire le comparatif entre les pleins formats et les micro 4 tiers, et ben même avec cet article était prévu, hein, précommandé quoi, si on veut le dire comme ça, et ben, même là, chasseur d'images ne m'a jamais imposé de résultats, de rendu. Donc c'est super appréciable de pouvoir s'exprimer pleinement et c'est très, en tout cas, je suis très honoré qu'ils aient choisi cette image de Camargue pour la couverture de ce magazine de ce mois-ci, quoi. Donc voilà, donc c'est agréable. Ouais, c'est des gens qui comprennent vraiment le côté artistique et ça c'est top quoi. Merci. Mais de rien. Et là du coup, vous voyez, je vous ai mis la série avec avec du coup cette échappée, ce fameux triple galop. Et là, hop, plein pot. Alors c'est ouais, et moi j'aime bien, moi, même avec cette couleur bleue derrière, ça a un rendu intéressant. Il y a un peu de vert, voilà. Et alors là, 90 minutes, ça passe vite, hein, je peux vous l'assurer. C'est waouh, on dirait qu'il y a eu deux galopades et puis c'est fini. Donc il faut optimiser son rendu de photo et entre deux, eh ben moi j'essaie d'observer, de trouver, ben voilà, de voir mon œil, qu'est-ce qu'il me dit parce que c'est surtout l'œil quoi. Et là, moi j'aime bien ce côté des sabots avec directement ce rendu-là. Et ça c'est fait avec évidemment le 16-35. Donc deux boîtiers, c'est un peu encombrant, mais bon.
ça vous assure quand même une rapidité, parce que là, j'aurais jamais pu, sur cette transition-là, entre l'étang et la plage, j'aurais jamais pu euh, directement remonter une optique. Cette photo, je l'aurais jamais fait, quoi. Je peux vous dire, parce que là, ils avancent vite, on a l'impression qu'ils vont pas trop vite, mais ils avancent super vite. Et avec ce halo derrière, finalement, ça me plaît bien. Et, et voilà, donc le rendu, un rendu complètement différent, avec un grand angle, quoi. Voilà. Donc là, pareil, on est on arrive sur la plage. Euh, donc là, vous voyez, c'est vraiment encore une fois une image qui est pas très, qui est pas très saturée. Et on garde les blancs. Là, on a vraiment du blanc, du bleu, et puis encore les gardiens qui sont là. Ça, c'est top. Et là, effectivement, euh, c'est top. Là, c'est vraiment des images vraiment. Moi, j'adore ces images-là. Et là, c'est intéressant parce que on voit que la netteté, c'est bien fait sur les chevaux. Voilà. En plus, peut-être des jets aussi d'eau ici, mais le plus important, évidemment, c'est que les chevaux, les sabots, tout ça soit bien net de part et d'autre. Donc ça, c'est bien. Et là, je vous ai quand même fait trois traitements différents. Vous voyez, traitement qui est un petit peu plus entre jaune et non, entre les jaunes et le bleu ici. Là, on a un côté un petit peu plus rouge entre le bleu et le mage. Et là, complètement différent, avec un côté un peu rose poudré sur le ciel. Donc tout à l'heure, je vous ai montré un peu très rapidement comment est-ce qu'on pouvait apporter des couleurs sur un arrière-plan ou sur le ciel, assez facilement. Donc là, vous voyez, bah, moi j'ai décidé de faire une série comme ça, un peu rose poudré, et avec le blanc et le bleu très, comment dire, pas saturé quoi, désaturé. Bah du coup, je trouve que ça rend bien hommage, en tout cas aux juments et à toute leur beauté. Faut pas que toutes ces couleurs-là viennent perturber le sujet principal, sinon effectivement votre œil il s'attache plus au, vraiment au sujet principal qui sont les juments en action, en tout cas là-dessus. Voilà. Puis là, il y a d'autres moments qui sont importants, comme je disais, c'est pas que les moments d'action, c'est les moments aussi comment est-ce que les gardiens ils travaillent avec directement les chevaux. Et là, bah, là encore une fois, il y a des couleurs vraiment intéressantes. Là, on est même dans l'heure dorée. Donc là, voilà, on y est vraiment plein pot. Et là, donc du coup, on retrouve ces images-là qu'on a vues tout à l'heure. Là, hop, je passe. Voilà, là, il y a un côté plus land. Faut bien penser aussi que les chevaux, à un moment donné, ils se reposent. Ils peuvent pas courir pendant 90 minutes d'affilée. C'est même s'il y en a sous le capot, il faut quand même qu'ils se reposent un peu. Et c'est normal. Donc là, entre deux, c'est là où aussi, eh ben, on peut aussi faire des images variées et différentes. En tout cas, moi, dans ma conception d'un reportage photo optimal, c'est ce que je fais. Et c'est ce que aussi je prodiguerai dans les stages photo que je donne. Et voilà, et même pour les futurs. C'est exactement ce que, c'est exactement, bah, en tout cas, on vient me demander à chaque fois conseil pour ça. Donc, euh, donc là, quand il y a des petits temps morts comme ça, bah voilà, ça me permet vraiment de travailler. Alors cette image-là, c'est pareil, on l'a Ellie si on veut repartir et qu'on veut un peu s'amuser. Hop, ici, voilà. Donc là ici, il y avait un choix de contraste assez fort, là ici de ma part. Voilà. Après, on peut lui donner vraiment. Oh, voilà, l'idée c'était vraiment d'avoir ce soleil couchant, quoi, en gros, avec un côté très chaud, quoi, comparé à ce qu'on a vu tout à l'heure sur le bleu, un côté un peu froid, côté un peu désaturé. Là, l'idée, par contre, c'était vraiment l'inverse, c'était d'amener quand même un côté avec beaucoup de chaleur, et là, ça fonctionne plutôt bien, parce que là, après, celle-là en noir et blanc, elle peut bien donner, hein, il y a pas de problème, j'en suis sûr. Et là, au point de vue des noirs, ouais, je trouvais que c'était plutôt pas mal. Euh, Voilà. Après, j'aime pas trop normalement. Là, c'est un effet pour le contraste, pour contraster, mais généralement, j'aime pas trop contraster. Et puis les noirs, j'aime pas trop non plus J'aime pas trop qu'une image soit trop bouchée quoi en noir. Donc voilà. Là, d'ailleurs, on voit le blanc, les blancs ici. Je les ai accentués. Alors, c'est pas grave si cet halo là, il est un peu cramé,
parce que l'idée c'est ça, quoi. L'idée c'est qu'il y a ce soleil-là central et autour les chevaux et tout ce qui se passe. Tac. Voilà. Et après, on a des cadrages qui sont complètement différents. Et au lieu d'aller chercher toujours des images serrées, comme tout à l'heure, vous les avez vues plus haut, bah là, moi, j'ai pris plutôt le parti pris de faire des choses un petit peu plus décalées en me disant que bah, voilà, le rendu allait être vraiment sympa. Bon, ça, c'est une image que je verrais bien, je verrais bien en tirage. Voilà, il y a la mer, il y a les couleurs. Là, tout à l'heure, on parlait des balances des blancs, des réglages. C'est important d'être juste dans ces réglages parce que sinon, du coup, on les perd. Ça. Si on n'est pas bien exposé dans ces réglages, si nos réglages sont pas bons, on va se retrouver avec soit quelque chose de surexposé et ça va être complètement pas brûlé, mais qu'on on va perdre ces données-là parce que si c'est surexposé, les couleurs là sur l'eau, bah, il y aura plus rien quoi. C'est quasiment irrattrapable quoi. Et de même qu'ici dans le ciel, voilà. Donc, euh, donc il faut être vraiment très juste quand même dans ces réglages au début pour pouvoir après derrière bah, s'amuser au bureau et pouvoir bien travailler ses photos quoi. Voilà. Alors là c'est rigolo aussi parce que sur ces images-là, donc là on voit il y a les deux plans de prise de vue qui sont complètement différents. Hein. Là vous avez vu je suis debout et là je suis à genoux. Donc c'est deux plans différents avec des lumières derrière qui se passent qui sont énormes. Et si je peux vous montrer par exemple cette image que j'ai postée là sur mon compte Insta, eh ben celle-là, elle est faite avec mon portable par exemple. Et, euh, et je trouvais ça pas si mauvais que ça sur le principe. Mais bon après, en travaillant plus quand même, bien sûr évidemment avec un bon appareil un bon travail d'editing au bureau avec un bon écran, bah derrière directement on arrive à sublimer une image avec des couleurs un peu féeriques quoi, voilà quoi. Et là vous voyez la lune elle est là, hein. Donc voilà. Alors encore une fois, j'ai souvent la question hein, des fois de est-ce que tu as rajouté un éclat de soleil, est-ce que tu as rajouté un truc tout ça. Euh, non, moi je rajoute rien là-dessus. Euh, En plus, la particularité que j'ai, c'est quand même que j'ai été formé chez Reuters, qui est une agence mondiale et la première agence mondiale avec l'AFP. Donc moi, j'ai jamais été coaché pour ça. Donc et entre nous, je pense que je serais très mauvais s'il faudrait rajouter des choses sur une image qui n'existe pas. Donc voilà. Donc là, c'était super de voir qu'il y ait ce petit bout de lune en plus. Et il y en a plein qui l'ont vu, hein, vous l'avez vraiment tous vu sur les réseaux. Il y en a plein qui m'ont dit, mais waouh, c'est vraiment la lune et tout. Et, ouais, ouais. Donc c'est vraiment fort, quoi. Alors, voilà. Voilà, donc là on retrouve évidemment, on retrouve la couve. Et ça, c'est une image aussi que j'avais fait au smartphone. Et je vous ai mis pour vous montrer un peu le cadre dans lequel les couleurs vraiment commençaient à tomber. Et même si ça c'était plus aussi lumineux que ça, ben waouh, effusion de couleurs, donc génial quoi, génial quoi. Voilà. Donc après, je vous laisse vous imaginer ces couleurs-là. Évidemment, si on a envie de s'amuser à l'editing, on peut les améliorer, on peut les changer à notre goût. Voilà. Bon, moi, ça correspondait à ce que j'avais en face de moi. Et encore une fois, j'avais quand même ces images-là de juments qui couraient dans l'eau. Euh, il y a même des images là que je vous ai pas montrées, mais que je trouve très sympa aussi avec avec des juments qui qui se roulaient qui se roulaient directement par terre, et puis l'autre qui la regarde à côté en disant mais qu'est-ce que tu fais quoi en gros. Donc voilà, il y avait fait plein de petits moments comme ça. Donc voilà, donc 90 minutes avant le coucher du soleil, euh, ça peut donner ça. Voilà.
Merci Olivier. On va peut-être passer à la partie questions-réponses, ça te va? Ah oui, 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 bien sûr, ouais. Carrément. Alors, du coup, Frédéric nous a posé plusieurs questions sur le partage du temps, notamment 50% entre le shooting et 50% sur le shooting et le terrain, et 50% en développement. À peu près. Est-ce que c'est à peu près le temps que tu y consacres? Frédéric disait que de son côté, il compte 2 à 3 fois le temps de shooting pour trier et développer. 2 à 3 fois le temps du shooting euh, pour trier et développer, c'est-à-dire 2 ou 3 fois plus de temps après, c'est ça? Oui. Oui, oui. Oui. Alors sur cette pardon, sur ce sur cet exercice-là, effectivement, c'est 90 minutes avant le coucher du soleil, donc automatiquement, c'est un temps qui est quand même super restreint, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a eu plus de temps d'editing que de shooting. Voilà. De manière générale, c'est du 50-50 parce que généralement quand je pars pour des reportages, c'est souvent quand même sous quelques jours, quoi. Donc des fois il y a des temps d'observation. Voilà, là le temps effectivement était très short, hein. L'idée c'était vraiment de montrer qu'est-ce qu'on pouvait faire en 90 minutes sur un tel exercice. Donc là, oui, il y a eu plus de temps sur l'editing sur ce reportage-là que sur le shooting. Je sais pas si ça répondra à la question. Je suppose. Alors, comment s'inscrire pour les sessions en Camargue? Tu as parlé tout à l'heure de Oui, sessions en oui, oui. Camargue à venir. Et ben prochainement sur mon site et surtout sur les réseaux sociaux. Donc je vous invite à guetter ça sur Insta et sur Facebook. Je pourrais du coup je vais vous tenir au courant à l'aide de flyers et d'informations sur des prochaines sessions donc qui auront lieu, qui débuteront au printemps. Donc je vous communiquerai très prochainement les dates voilà de ces sessions-là. Euh, voilà, pour l'instant, elles sont en train d'être finalisées, voilà, il faut compter encore, je pense, une petite semaine, et puis voilà, puis du coup les sessions seront ouvertes et je pourrai évidemment répondre à toutes vos questions. Si vous en avez, vous pourrez évidemment déjà aussi me les demander aussi sur les réseaux, hein, donc sur Insta et sur Facebook. Vous savez que moi je réponds, il n'y a pas de problème. Euh, voilà. Mais ouais, il y aura des belles sessions. Alors, il y aura des sessions aussi sur les flamants roses aussi, hein, vous doutez bien. Là, je vous en ai pas montré parce qu'on était sur la couleur et qu'on n'a pas besoin de prendre 15 milliards d'exemples pour montrer qu'on peut traiter les chevaux en Camargue avec des couleurs différentes. Mais en tout cas, effectivement, dans mes stages, j'envisage d'inclure effectivement des temps différents, que ce soit avec des chevaux, que ce soit avec les flamants roses, et aussi une grande partie aussi sur le côté du patrimoine, avec les personnes, leur histoire. Voilà. Donc ça, vous l'avez bien compris. De toute façon, c'est quelque chose qui me touche et auquel je suis quand même très attaché, que ce soit en Camargue ou au Kenya ou dans d'autres pays. Voilà. Donc oui, donc très très prochainement. Et puis n'hésitez pas à me contacter à me demander si vous êtes intéressé, et comme ça je pourrai garder aussi vos coordonnées pour pouvoir vous envoyer toutes les informations pour ces stages en Camargue, quoi. Ok, merci. Frédéric nous dit aussi côté focal. Lui se dit du coup que son 35-150 mm serait parfait en objectif unique pour ce programme camarguais. Tu confirmes ou pas? 35, 105. 35, 105. 35, 105. 35-150. 150. Oui. Alors, comme on l'a dit, c'est pas l'ouverture qui va être un critère prioritaire. C'est-à-dire qu'il faut pas forcément avoir une grande ouverture. Après, un 35-150, ça doit avoir une ouverture, je pense qu'il doit être dans les 5-6 ou dans les 4-5-5-6, certainement. Mais je sais pas de quelle marque il parle, parce que 35-150, je sais pas si c'est pas du Fuji ou du Pentax ou du Tamron, peut-être.
Je sais pas s'il peut nous le noter ou si tu, si tu... F2.8 chez Tarman. C'est Tamron, voilà, c'est un Tamron. Et c'est un 2.8. Donc c'est quand même pas mal. Parce qu'il a quand même, c'est une optique qui est lumineuse, donc qui peut être très intéressante dans d'autres cas de figure où il y a une faible luminosité. 35-150, oui et non. Parce que comme je disais, là, le 70-300, le 300, bah, il peut servir parce que quand vous avez des sujets qui arrivent de loin et qui sont en action, bah, peut-être que ça vaut le coup de pouvoir se rapprocher de ces sujets-là grâce à du téléobjectif pour pouvoir les rentrer de manière plus proche, quoi, en gros. Donc, je dirais que c'est une bonne partie du chemin qui est fait, mais je miserai pas tout là-dessus. En tout cas, c'est ce que je pourrais conseiller, quoi. En gros, c'est ce que je ferais moi. Le 35-150, le 35-150, c'est bien, c'est bien, mais c'est peut-être pas assez, quoi. Il manque un peu. Il manque un petit peu, quoi. Voilà, quoi. Mais c'est une belle optique, hein. De 8, tout ça, c'est pas mal, mais il manque quand même un petit peu de longue focale pour pouvoir être vraiment au top, quoi. Voilà. Après, il pourra faire des très très belles images et très très belles séries, c'est clair, mais c'est bien de complémentariser. C'est pour ça que aussi, pendant mes stages aussi, je pourrais aussi mettre du matériel à disposition pour que les gens puissent tester aussi du matériel avec des longues focales. Par exemple là, euh, du coup, c'est Frédéric, tu me disais, qui nous posait la question, ou Oui, tout à fait. ouais, Frédéric qui nous posait la question, bah, par exemple, si demain vous partez avec moi, que ce soit au Kenya ou en Camargue, et ben effectivement, il y aura une possibilité de tester des téléobjectifs, voilà, qui vont jusqu'à du 300, du 600 ou autre. Donc, ça permet des fois de pas les louer, de pas les acheter, et de pouvoir voir un peu l'utilité. Donc, et de des fois confirmer, de se dire bon, ben, j'en ai pas besoin, ou alors de se dire ah oui, effectivement, c'est pas mal, quoi. Donc, moi, je pense que jusqu'à un 300, c'est pas mal. Le 400 n'est pas nécessaire dans ce cas-là. Mais voilà, petite optique complémentaire, ça serait pas mal, quoi. Parce que du coup, Frédéric mettait en commentaire, je pensais plutôt à un manque en grand angle. Bah, après, au 16 millimètres, bah, si par exemple, je retourne c'est une bonne question. On va tout de suite, on va tout de suite pouvoir y répondre. Par exemple, cette image-là, celle-là, je pense qu'elle est faite au 16 de mémoire. Voilà, ça a été fait à 16 millimètres, par exemple. Ok. Bon, c'est peut-être pas l'image que j'aurais peut-être retenue. La seule qui, je pense, qui aurait pas pu être faite si on n'avait pas un 16, c'est celle-là, parce que celle-là est faite au 16 millimètres. Donc ça, effectivement, il aurait eu du mal à la faire. Ça, c'est sûr. Mais sinon, les autres images de ce type-là, là, on est au 24, par exemple. On est avec du 24 millimètres. Voilà. Alors après, c'est vrai que moi, j'avais un 16, donc j'ai utilisé le 16 à fond. Mais là, par exemple, c'est du 24, quoi. Donc de toute façon, moi je l'ai toujours dit, j'ai toujours commencé à travailler avec du 14-24 et avec du 70-200 et plus en télé. Le 24-70, je l'avais quasiment abandonné pendant des années. Et là, je m'amuse un peu, je reprends un peu sur certains événements. Mais un grand angle et un télé, pour moi, je pense que c'est le meilleur mariage qui puisse exister, quoi. Ok, merci. Est-ce que tu utilises deux boîtiers? Oui, alors deux boîtiers, bah, comme je le disais tout à l'heure, un S1R et un S5. Voilà. Après, c'est un choix, hein. Si vous avez du temps un peu devant vous, un boîtier et deux optiques, ça suffit. Si on n'a pas un budget trop onéreux quoi à mettre, trop conséquent, euh, voilà, ça passe. Moi, c'est parce que j'ai toujours été habitué à travailler comme ça en agence de presse. Donc voilà, je suis beaucoup plus rapide, beaucoup plus mobile dans mes choix, dans mes réactions. C'est une manière de travailler, quoi. Donc moi après, c'est vrai que j'ai couvert à la fois des, des attentats, de la politique, du sport, des sujets qui sont complètement variés, mais où il faut de la réactivité, quoi. Et les deux boîtiers, c'est aussi une raison pour ça, quoi. Donc, si vous avez un peu de temps, un boîtier avec deux optiques,
ça fait très bien le boulot. Une question cette fois-ci sur ton écran. On a quelqu'un qui hésite. A priori, qu'est-ce que ton écran a de plus? Alors, le SW3. On avait déjà peut-être testé d'autres ou oui. Alors, qu'est-ce que moi, celui-là, c'est un peu mon chouchou. Je le garde précieusement parce que à la fois, il est parfait en photo et il est aussi en vidéo. Il est parfait aussi parce qu'il fait aussi de la 4K. Donc, grand écran 32 pouces et en photo top 99% sur l'Adobe RVB. Et sur la vidéo, je peux éditer, je peux faire des montages en 4K. Donc pour moi, on va dire, il a le meilleur des deux mondes. Donc ça, c'est un choix perso. Si on n'est que photo, le SW271C est très bien aussi, et il est très bien aussi en vidéo, mais c'est juste parce que c'est un 27 pouces au lieu d'un 32. Le 270 est très bien que je dirais qu'il est très ciblé photo. Voilà. Donc c'est vrai qu'à force d'en avoir testé, bah, du coup, il y a certaines particularités. Ça, si vous faites pas trop de vidéos, ça sert à rien peut-être de prendre un moniteur qui soit capé en vidéo ou en 4K, ça c'est sûr. Donc donc voilà, 271C et 321C, pour moi, je pense que ça reste le fleuron dans la gamme BenQ, quoi. Après, ils rechargent tous directement vos ordinateurs portables ou d'autres périphériques comme des claviers ou quoi, etc. parce qu'ils ont deux slots USB à chaque fois. Euh, bon, après, il y a des choses qui reviennent souvent, mais ça c'est bien parce que du coup, c'est des forces qu'ils ont pas lâchées, quoi, BenQ. Donc, euh, donc il y a aussi le fait de pouvoir, bien sûr, mettre son écran si on le souhaite à la verticale. Il y a voilà, il y a plein de petites options et des choses que vous pouvez retrouver aussi de manière générale. Mais là, la puissance, c'est vraiment le côté précis sur l'Adobe RVB à 99, à plus de 99% et la vidéo aussi en 4K, quoi. Ok, merci beaucoup. J'en profite du coup pour dire que s'il y a des gens parmi vous qui souhaitent s'équiper, il y a un code de remise de 10% qui est à valoir sur l'ensemble de notre gamme photo et aussi sur nos écrans Pro Design. Voilà, n'hésitez pas. Le code est valable un mois et puis vous sera renvoyé par email suite à ce petit webinar. Du coup, j'ai une dernière question, alors qui sort un tout petit peu du cadre. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir photographe animalier? Et aussi, quel animal n'as-tu jamais pris en photo et que tu rêves de photographier? Alors, oui. Alors, qu'est-ce qui m'a donné envie de devenir photographe animalier? Bah, c'est certainement mon côté aventurier et le côté de voyage, le côté d'aller d'aller dans des endroits qui ont pas été foulés, voire qui ont été peu de fois foulés ou quoi. Et puis donc pardon, excuse-moi, je suis pas un coup. Et le côté animalier, j'avais toujours voulu faire un safari depuis tout petit. C'est quelque chose qui me trottait déjà depuis tout petit. Et mes parents, avec le vidéoclub qu'ils avaient, bah, du coup, je voyais quand même pas mal de films, pas mal de documentaires. Et ça m'a un peu travaillé, quoi. Et donc voilà. Et donc le safari, je pense qu'au Kenya, ça a été déclenchement de tout, quoi. Voilà. Après, l'animal que j'ai pas encore photographié, que j'aimerais photographier, euh, j'aimerais bien aller faire le requin-baleine sur des plongées parce que du coup, il y a d'autres images aussi que je fais en plongée sous-marine. Et, euh, et du coup, c'est cette faune aussi sous-marine qui me plaît. Et il y a encore quelques animaux que je n'ai pas encore croisés, évidemment. Alors encore plein. Et voilà, donc j'aimerais bien, si voilà quoi, sur un autre projet ou sur quoi, si l'occasion se présente, de pouvoir croiser
un requin-baleine, voilà. Et peut-être que dans les prochaines plongées polaires, dans le cadre de mon programme Arctique Interaction, eh ben, il y a de la plongée polaire, plongée sous glace, en plongée polaire. C'est pas dit qu'on croise pas aussi de l'ours polaire, qui pourrait faire des images fantastiques. Et des morses aussi, mais bon, voilà, quoi, faut rester toujours safe et entraîné. Mais voilà. Ok, merci beaucoup. Du coup, bah voilà, il n'y a plus d'autres questions, donc on va vous laisser. N'hésitez pas à suivre Olivier sur ses réseaux. Il y a toutes les informations qui sont mises qui s'affichent sur votre écran. N'hésitez pas à suivre BenQ également. Et puis voilà, olivierenrigaud.fr, si je me trompe pas, Olivier. Et puis sur Instagram, Facebook et Twitter, très activement. Voilà, moi je vous remercie tous pour votre participation à ce webinaire. On vous retrouve bientôt, il y en aura d'autres avec d'autres intervenants et avec Olivier. À suivre prochainement un article qui viendra compléter ce webinaire qu'Olivier rédige pour nous et qu'on partagera avec vous d'ici une petite semaine. Voilà, merci beaucoup, merci à tous, une très bonne soirée et merci encore Olivier pour ce voyage en Camargue. Merci Elise. Bonne soirée à vous tous. À bientôt.